Chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électrostatique. Bon, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce fameux théorème de Gauss, donc je vais en ajouter un autre et je vais rappeler un peu l'essentiel de ce théorème sous forme locale et sous forme intégrale. À travers l'exemple suivant, vous avez deux cylindres qu'on va supposer infinis, l'un de rayon interne R1, de rayon externe R2. Entre les deux, c'est-à-dire dans la partie assurée, vous avez une densité de charge volumique qu'on va supposer uniforme et positive. Question, déterminer le champ en tout point de l'espace, c'est-à-dire entre l'axe R1, entre R1 et R2, on a un point ici, on a un point là, et on a un point là. Et pour R supérieur R2. Et comment? En appliquant le théorème de Gauss sous forme locale et sous forme intégrale. Bien. Un petit rappel, qu'est-ce que nous dit ce fameux théorème de Gauss? Il nous dit tout simplement que le flux du champ électrique à travers n'importe quelle surface fermée, c'est pourquoi on met un zéro, pour dire que la surface qu'on intègre sur une surface qui est fermée, et l'intégrale de E scalaire D de S sur une surface fermée, d'après ce théorème, doit être égale à la charge intérieure à cette surface divisée par epsilon 0. Voilà la forme intégrale. Pourquoi on l'appelle intégrale? Parce qu'il est valable sur une surface. Au contraire, la forme locale, c'est celle-là, c'est valable en un point. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Gauss sous forme locale? Il vous dit par exemple la divergence en sous-point de l'espace doit être égale à la densité de charge en sous-point divisée par epsilon 0. C'est pourquoi on l'appelle local, en un point. Bien. Quelles sont les étapes qu'il faut faire pour appliquer le théorème de Gauss? Bien, la première chose, c'est comme le calcul direct, c'est toujours la symétrie et les invariances. Vous allez voir, les invariances vont jouer un rôle très important dans le théorème de Gauss. Une fois que vous connaissez votre symétrie et vos invariances, ça va nous permettre de choisir la surface de Gauss. Une fois qu'on a choisi la surface de Gauss, il faut absolument faire un schéma. Après, je vous montre comment on fait le calcul. On va essayer d'appliquer ceci à cet exemple. Bien sûr, je rappelle que le théorème de Gauss il est valable quel que soit le système. Par exemple, si vous avez un segment infini, ce théorème reste valable. Sauf que si vous avez un segment infini, vous n'aurez pas une symétrie qui vous permet de calculer le flux. On ne peut pas trouver une surface fermée qui nous permet de calculer ce terme facilement. Donc, on ne peut pas l'appliquer, par exemple, pour un segment. Parce que le champ électrique pour un segment, vous savez ici, il change de direction. Donc, vous ne pouvez pas trouver une surface fermée qui permet de calculer facilement le champ électrique. Bon. Donc, la symétrie. Prenons cet exemple, la symétrie. Quelle est la direction du champ électrique en un point M quelconque de l'espace? Eh bien, dans ce cas-là, puisque la densité de charge est partout positive, il faut absolument trouver soit un axe de symétrie, soit deux plans de symétrie. Et bien sûr, puisque le cylindre est infini, vous voyez bien que n'importe quel axe ER est un axe de symétrie. Donc, il suffit de dire l'axe OR qui est perpendiculaire au cylindre, cet axe-là, par exemple, est un axe de symétrie. Donc, le champ va être suivant OR. Ou bien, on va dire les plans M, je prends par exemple ce point M, voilà ce point M, le plan ER-EZ qui coupe le cylindre en deux, M-ER-EZ, c'est un plan de symétrie, mais vous avez aussi M-ER-θ, le plan qui est perpendiculaire, puisque le cylindre est infini, M-ER-θ, c'est un plan de symétrie. C'est deux plans de symétrie. Quelle est l'intersection de ces deux plans? C'est le vecteur ER. Donc, deux plans de symétrie, deux plans de symétrie. Donc, je suis sûr que le champ en tout point de l'espace va être suivant le vecteur ER. Notez bien, le plan EZ-Eθ, il n'est pas plan, ni plan de symétrie, ni plan d'antisymétrie. Qu'est-ce que c'est que ce plan-là? C'est celui-là. Vous voyez bien ce plan-là, par exemple, si vous prenez un point M ici, sans symétrique, ce sera un point M de là. Ici, c'est un point qui est chargé. Là, il n'y a rien qui n'est pas chargé. Donc, ce plan-là n'est pas un plan de symétrie. C'est-à-dire le plan EZ, Eθ n'est pas un plan de symétrie.
Bon, les invariances. Puisque le cylindre est infini, si vous faites une translation suivant l'axe Z, vous allez observer toujours le même système. Et si vous tournez autour de l'axe Z, c'est-à-dire vous changez la variable θ, vous allez observer toujours le même système. Donc on a invariance par translation suivant Z, par translation suivant Z, et par rotation autour de OZ. C'est-à-dire, si je change la variable Z, ou bien je tourne autour de OZ, je change la variable θ, donc le système ne change pas, donc le champ ne doit pas dépendre ni de θ, ni de Z. Donc en définitive, le champ il est suivant R, et il dépend du vecteur R. Donc la symétrie, donc je résume, par symétrie et invariance, le champ, c'est un champ qui va dépendre uniquement de la distance du point à l'axe et il est toujours suivant ER. Ça, c'est la symétrie et les invariances. Et sur ça qu'il faut se baser pour choisir la surface de Gauss. Pourquoi? Parce que l'étape fondamentale du théorème de Gauss, c'est le choix de la surface. Bon, en général, c'est très simple. Si vous avez un système cylindrique, ce sera toujours un cylindre. Si vous avez des sphères, ce sera une sphère. Mais comment placer le cylindre? Par exemple, on a ici notre système. Hein, voilà, cylindre intérieur, le cylindre extérieur. Je ne peux pas choisir, par exemple, ma surface de Gauss comme ça. Pourquoi? Parce que le champ dépend de R. Si vous choisissez, voilà l'axe. Si vous choisissez votre surface, vous voyez bien, en un point de la surface, vous allez avoir un R qui est différent. Donc, le module n'est pas constant. Donc, parmi les critères importants de choix de la surface, soit que E doit être perpendiculaire à D de S sur une partie de la surface de Gauss, soit le module de E égale à une constante. Il faut absolument que ma surface de Gauss vérifie ces deux critères. Sur la partie utile, c'est-à-dire là où je veux calculer le champ, il faut que le module soit constant. Hein, comme ça, je peux le sortir de l'intégrale. Sur la partie qui n'est pas utile, il faut que, si E est perpendiculaire à D de S, le flux va être facile à calculer. Bien. Quelle est la surface fermée où le module de R égale à une constante? Bon, si vous prenez par exemple un cylindre, il suffit de prendre un cylindre qui a le même axe que votre système. Je prends un cylindre comme ça, petit cylindre, de rayon petit r et de hauteur h. Vous voyez bien que tous les points de la surface latérale, ils sont à la même distance r. Donc le module de E est constant sur la surface latérale. Ah, parce que je sais que mon champ il est suivant ER. Donc la surface utile, c'est la surface latérale. Le champ est suivant ER. Pour la base, peu importe, je sais que le champ n'est pas suivant OZ, il est suivant R. Donc, sur la base, puisque E est suivant ER, D de S est vers le haut, j'ai E est perpendiculaire à D de S. Donc, c'est vraiment la surface qu'il me faut. D'accord? Donc, il faut choisir un cylindre, mais il faut que l'axe du cylindre soit confondu avec l'axe du système. Cylindre de même axe OZ. Bien sûr, toujours la surface, notez bien, toujours la surface de Gauss, ce sera la surface de rayon petit r, variable, r variable. Je cherche le champ en un point M situé à une distance r de l'axe. Ça, c'est le choix de la surface. Une fois que vous connaissez votre surface, quel type de surface il faut choisir, il faut absolument, et ça je conseille tout le monde de le faire, un schéma. Toujours, il ne faut pas apprendre par cœur, E fois 2πr est égal, bon, ça devient des machines. Non, il faut absolument faire le schéma. Voilà, j'ai construit ma surface de Gauss. C'est un cylindre de hauteur petit h, de là à là, et de rayon petit r, D'accord, de rayon petit r et de hauteur h. Une fois que vous avez choisi votre surface, deuxième étape, représentez le vecteur E et D de S sur chaque surface. Un cylindre, il possède trois surfaces. Il y a la base inférieure, il y a la base supérieure et il y a la surface latérale. Je rappelle que D de S est un vecteur qui est toujours perpendiculaire à la surface, dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà, donc celui-là, sur la surface latérale, il est suivant ER. Pour la base supérieure,
il va être suivant EZ. Pour la base inférieure, suivant moins EZ, à moins EZ. Donc voilà mon vecteur D de S. Et bien sûr, E, lui, il est suivant ER, pour les trois surfaces. Donc vous voyez bien que le flux à travers la base supérieure et la base inférieure va être nul, parce que E est perpendiculaire à D de S, donc pour les deux bases. Donc il va me rester juste le flux à travers la surface latérale. Vous remarquez ici, j'ai enlevé le 0, parce que c'est plus une surface fermée, c'est la surface latérale plus la surface de base. Deuxième étape, j'enlève les vecteurs. Pourquoi? Parce que E et D de S sur la surface latérale sont parallèles et de même sens. Donc le produit scalaire, c'est le module de E fois le module de D de S fois cosinus de 0. Et c'est là où les invariances vont intervenir. Le champ ne dépend que de petit r. Or, tous les points de la surface latérale ils sont à la même distance r, r, r. Donc le module de E, c'est une constante. Donc le deuxième critère de la surface de Gauss, il est vérifié. Donc, puisque le module est constant, je peux le sortir de l'intégrale. Et vous voyez bien que le calcul devient facile. L'intégrale d de S, c'est la surface d'un cylindre de rayon R et de hauteur H, c'est de pi R fois H. Donc voilà le flux. Donc le flux de ce champ qui ne dépend que de R à travers une surface fermée qui est un cylindre de rayon petit r et de rayon H et de hauteur H, ce sera E de pi R fois H. Et ça, quelle que soit la position du cylindre. C'est-à-dire, vous pouvez mettre votre surface là, ou bien ici, ou bien à l'extérieur, le flux ne change pas. Donc le flux, vous le faites une seule fois. Ah, le flux, vous le faites une seule fois. Ce n'est pas la peine de refaire à chaque fois. Donc, maintenant, il suffit de calculer la charge intérieure. Et là, il faut distinguer les cas. Donc, premier cas, je suis à l'intérieur R inférieur à grand R. Donc, voilà ma surface de Gauss. Et là, la méthode la plus simple, c'est de faire des couleurs. Voilà, je fais avec cette couleur-là la région où se trouvent les charges. Hein, c'est entre R1 et R2, entre les deux cylindres. Voilà ma surface de Gauss. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a des charges à l'intérieur de ce cylindre? Eh bien, rien qu'en regardant comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a aucune charge qui se trouve à l'intérieur de ce cylindre, parce que les charges se trouvent là. Donc, Q intérieur égale à 0. Donc, tout de suite, le champ est égal à 0. Mais notez bien, la charge intérieure égale à 0 n'implique pas que E égale à 0. Hein? Parce que E égale à 0, parce que le flux, je peux l'écrire comme étant E de pi R fois H égale à Q intérieur sur epsilon 0 égale à 0, donc E égale à 0. On peut avoir un cas où le flux, où Q intérieur égale à 0, mais E est différent de 0. Hein? Ça existe. Hein? Ça veut dire tout simplement le flux est conservatif dans ce cas-là. Donc E égale à 0 parce que le flux, je peux l'écrire comme étant E de pi R fois H. Bien. Deuxième cas. Je prends un autre cylindre, toujours ma surface de Gauss, toujours de hauteur H, de rayon petit r, mais cette fois-ci, petit r, il est comprise entre R1 et R2. Je fais un autre schéma. Et je vais prendre une autre couleur et je vais mettre où se trouvent les charges à l'intérieur de ce cylindre, de ma surface de Gauss, sachant que la charge, elle est là. Et vous voyez bien que la charge intérieure, c'est la partie bleue. Après, il suffit de faire le calcul. J'ai une densité volumique, c'est ρ d de V, surface X, c'est sigma d de S, linéaire, c'est l'intégrale lambda d de L. Bon, volumique, c'est ρ d de V. Un élément de volume en coordonnées cylindriques, c'est R, d de θ, d de R, d de Z. Bon, ici, le champ ne dépend que de R, donc j'intègre tout de suite sur θ et sur Z. Z, c'est H, θ, c'est 2pi. Et puis, je calcule ma charge intérieure. Donc, ρ de pi R, de pi H, ce sont des constantes. Il me reste quoi? L'intégrale de R d de R. Et là, je regarde où se trouvent les charges. Eh bien, elles se trouvent entre ce point-là et ce point-là. Donc, vous voyez bien que petit r varie entre quoi? Entre R1 jusqu'à petit r. Donc, voilà les charges intérieures. Parce que là, je calcule la charge intérieure à la surface de quoi? De Gauss. Donc, c'est entre R1 et petit r. Voilà, après, ça vous donne directement cette charge-là. Après, il suffit de faire le flux est égal à la charge intérieure sur epsilon 0 et vous avez le champ. Vous pouvez vérifier que le champ est continu parce que si vous avez une densité volumique, le champ doit être continu. Lorsque petit r égale à R1, vous voyez bien que vous trouvez E égale à 0, c'est la valeur du champ à l'intérieur. Donc le champ ici, il est continu sur cette surface-là.
quand je passe de R1, pour R égale à R1, le champ en ce point est égal à le champ en ce point. Ici, on avait trouvé 0. Et là, vous vérifiez bien, si petit r égale à R1, je trouve bien 0. Très bien. Et bien sûr, le troisième cas, c'est la même chose. Voilà ma surface de Gauss dans le troisième cas. C'est toujours un cylindre de hauteur petit h et de rayon petit r. Notez bien, jamais ne pas prendre le théorème de Gauss confondé avec les surfaces chargées. C'est-à-dire prendre un cylindre, ma surface de Gauss comme ça par exemple. Ou bien comme ça. Non. Alors là, c'est les conditions de passage qui permettent de déterminer comment passe le champ de là à là. Donc toujours, petit r doit être différent de R1, R2. Donc mon troisième cas, c'est R supérieur à R2. Donc c'est la même chose. Je colore avec une autre couleur là où se trouvent les charges à l'intérieur de cette surface. Bien sûr, ici, il n'y a pas de charge. Donc il se trouve entre ce point et ce point. Donc vous voyez bien là, je vais intégrer entre quoi et quoi? Entre R1 et R2, et non pas petit r. Parce que là aussi, 0 égale à 0. Donc entre R1 et R2, et voilà mon champ dans le troisième cas. Je pense que les choses sont claires. Bien, revenons maintenant à la forme locale. Eh bien, la forme locale, c'est relativement plus simple parce que on n'a pas besoin de choisir une surface. Il suffit de connaître l'expression de divergence et puis faire des intégrales. Mais absolument, il faut faire la symétrie et les invariances auparavant. Sinon, divergence, vous voyez bien que divergence, je l'ai donné au départ, il y a 3 termes. Mais si le champ est suivant ER, ça veut dire que Eθ et EZ sont nuls. Tout de suite, ER, ça veut dire la composante E n'a une seule composante, c'est un indice R. Et par conséquent, indice θ égale à indice Z égale à 0. Le champ ne dépend que de R. Donc, tout ce qui est dérivé par rapport à θ, dérivé par rapport à Z, c'est 0. Donc, la divergence se réduit à un seul terme. Et là, il faut faire les cas, comme le théorème de Gauss. J'ai 3 cas, un point là, un point là et un point là. Donc, premier cas, vous voyez bien ici que ρ égale à 0, donc divergence égale à 0. Et j'intègre, ça veut dire d sur d de R fois E égale à 0, ça veut dire R fois E égale à quoi? Égale à une constante. Donc, E est égal à C1 sur R. Seul problème, dans la forme locale, il faut être capable de déterminer les constantes. Les constantes, on les détermine par intégration, par continuité du champ, ou bien par des conditions physiques. Par exemple ici, sur l'axe, c'est-à-dire R égale à 0, on a un point de l'axe, le champ doit être fini, parce que le champ ne peut pas être infini ici. Le champ se dirige vers les potentiels décroissants, donc le champ ici, sur l'axe, ne peut pas avoir une valeur infinie. Or, sur l'axe R égale à 0, si R tend vers 0, maintenant on va raisonner par l'absurde, si C1 est différent de 0. Donc, E va tendre vers l'infini si R tend vers 0, c'est-à-dire sur l'axe. Ce qui n'est pas possible. Donc, obligatoirement, C1 égale à 0. Voilà la première méthode de justifier que C1 égale à 0. Mais vous avez une deuxième méthode aussi, c'est la symétrie. Je prends, par exemple, 3, tout point de l'axe OZ, vous avez une infinité de plans de symétrie qui passent par ce point. Or, si vous avez une infinité de plans de symétrie, le champ ne peut pas être perpendiculaire à 4 en même temps à 4 plans. C'est impossible. Donc, le champ est nul. Il suffit de dire, par exemple, je prends l'axe OZ, ici XY, de dire MXY, c'est un plan de symétrie, donc EZ égale à 0. MXZ est un plan de symétrie, donc EY égale à 0. MYZ est un plan de symétrie, donc EX égale à 0. Donc, vous voyez bien que les 3 composantes du champ sur l'axe OZ sont nulles. Donc, le champ, il est nul. Donc, ce qui implique C1 doit être égal à 0. Bien. Maintenant, on a un point entre R1 et R2. Bien sûr, ici, vous avez ρ est différent de 0. Donc, il suffit de dire divergence de E est égal à ρ sur epsilon 0. Après, vous intégrez. Donc, je ramène R de ce côté-là, D de R de ce côté-là, puis j'intègre. Là, il ne faut pas mettre les bornes. Quand on calcule le champ en un point de l'espace, il ne faut pas mettre les bornes. Sinon, si vous intégrez, il faut que la dernière borne soit égale à R, un point R quelconque. Mais le plus simple, c'est de ne pas mettre les bornes, mais il faut mettre une constante. L'intégrale de D de R fois E, c'est R fois E. L'intégrale de R, D de R, c'est R carré sur 2, plus une constante. Ensuite, je divise et je détermine la constante C2. Comment? La continuité. Puisque c'est une densité volumique, le champ doit être continu lorsque petit r égale à R1.
Donc il suffit de dire pour le champ, pour R égale R1, le champ E1 qui est égal à 0 doit être égal au champ E2. Donc E1 c'est ce qu'on a calculé ici. Donc je l'appelle E1. Et là, celui-là, je l'appelle E2. Et donc la continuité, ça veut dire tout simplement E1 pour R1 doit être égal à E2 pour R1, c'est-à-dire à la surface. Donc voilà E1, voilà E2, et à condition de remplacer bien sûr petit r par R1. Et ça vous permet de déterminer la constante. Donc voilà le champ dans le milieu 2. Voilà comment on détermine la constante C2. Très bien. Eh bien, c'est la même chose pour un point ici quelconque, g rho égale à 0. Donc, je trouve tout de suite là aussi, comme dans le premier cas, E c'est C3 sur R. Mais là, C3, je le détermine par continuité. Je l'appelle E3. Il suffit de dire E3 lorsque petit r égale à quoi ici, c'est R2. R égale 2 doit être égal au champ ici qui est E2 lorsque petit r égale à R2. Voilà E3 lorsque petit r égale à R2. Voilà E2 lorsque petit r égale à R2. Et ça vous permet de déterminer C3. Et voilà pour cet exemple détaillé qui permet un peu de vous montrer, de vous rappeler comment appliquer le théorème de Gauss, se forme locale et se forme intégrale. Et cette forme locale, c'est exactement la même chose si vous voulez déterminer par exemple le potentiel en appliquant Laplacien de V égale à ρ sur epsilon 0. La même chose. C'est exactement la même méthode. Ça permet de déterminer le potentiel et en appliquant divergence, gradient, vous pouvez retrouver le champ électrique. Donc voilà pour cette vidéo supplémentaire. Vous avez assez de vidéos sur toutes les symétries sur la chaîne pour le théorème de Gauss. Il vous reste juste à liker la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt. J'attends vos commentaires.